Bonjour à tous, je suis Aurélie Gère, conseillère en paysage et urbanisme au CAU du Loiret. Je suis accompagnée par Solène de Marle, conseillère en architecture. Ce webinaire, organisé par le CAU du Loiret, est intitulé «Quelles évolutions pour les espaces périphériques?». Il s'inscrit dans le cadre d'un programme Fonds vert sur la sobriété foncière et la transition écologique, et il se déroule sur 18 mois. J'en ai fini avec le cadrage et je laisse la parole à Solène qui va vous présenter l'introduction de ce webinaire. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous vous proposons de commencer ce webinaire en introduisant le sujet dont on va parler, les espaces périphériques. Donc, de quoi parle-t-on? On parle des espaces urbanisés qui se sont développés au-delà des centres et des faubourgs, des communes et des villes. Il s'agit de la dernière tranche urbaine qui est en liaison directe avec les espaces de nature et les terres agricoles. Ces espaces, créés depuis un peu plus d'un demi-siècle, sont représentatifs de l'étalement urbain et leur évolution pose question dans un contexte actuel de préoccupation environnementale. Donc, dans le contexte de changement climatique, une réflexion et des ambitions sont données pour adapter les territoires, d'une part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autre part pour limiter la vulnérabilité à ces changements. Les espaces périphériques sont concernés par les exigences réglementaires de lutte contre l'étalement urbain, d'efficacité énergétique des bâtiments avec ces différentes lois, de limitation de l'artificialisation des sols et d'adaptation au changement climatique. Les zones périphériques ont été constituées alors que les problématiques de sobriété foncière n'étaient pas d'actualité. Les périphéries se développent sur de grands espaces et laissent apparaître des délaissés, des emprises vacantes, des espaces vieillissants et peu entretenus. Il y a là un gisier foncier important qu'il est important de faire évoluer pour les communes dans la perspective de travailler sur la transition écologique et la sobriété foncière. Donc maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près à ces espaces périphériques pour voir quels sont les usages finalement de ces espaces. Et on peut distinguer trois grandes familles. Tout d'abord, on a les zones d'activité économique. On a également de l'habitat avec les zones pavillonnaires. Et on retrouve également dans ces franges urbaines des équipements publics et des espaces de loisirs et de sport. Donc, ces espaces ont-ils des caractéristiques communes? Tout s'est affiché d'un coup. Oui, nous avons vu que tout d'abord, ils constituent la dernière frange urbaine, donc avant les terres naturelles et agricoles, qu'ils sont plutôt organisés comme des espaces monofonctionnels, et cela résulte en fait de l'application de la loi d'occupation foncière de 1967, qui donnait des directives pour un aménagement sectorisé, qui a été remis en question depuis avec la loi SRU dans les années 2000. Ensuite, ce sont plutôt des espaces distendus qui occupent une grande surface au sol, qui est plus grande cette surface que celle qui est nécessaire pour les usages en question. Enfin, il y a une forte présence de la voiture. Ce sont également des espaces qui ont pu être construits au coup par coup. Il peut y avoir un manque d'unité et on constate des espaces publics assez peu traités. Et le dernier point, sur ces zones qui ont été construites il y a plusieurs décennies, on voit aujourd'hui qu'il y a un vieillissement des infrastructures et des bâtiments. Nous allons maintenant réfléchir à quels peuvent être les leviers pour la transition écologique de ces quartiers. Donc d'une part, on peut travailler sur faciliter les déplacements doux et les transports en commun. Donc cela a pour but de faciliter les connexions avec les autres quartiers et aussi de rendre plus attractifs les quartiers des zones périphériques. Il y a un enjeu à limiter les surchauffes et les consommations des bâtiments, et on peut en profiter à ce moment-là pour revaloriser également l'image de ces quartiers et intégrer la production d'énergie renouvelable. Il y a un enjeu à renaturer, à la fois pour redonner une nouvelle image à ces espaces périphériques et à la fois pour limiter la vulnérabilité face au changement climatique. Et enfin, il y a un enjeu pour renforcer le lien social, la vie de quartier,
en créant une mixité d'usages et une mixité intergénérationnelle. Tout ça allant dans le sens d'une amélioration du cadre de vie pour les habitants. D'un point de vue sobriété foncière, quels sont les leviers qui peuvent être mis en place? Tout d'abord, il y a la possibilité de mobiliser les friches. Ensuite, de permettre l'usage du bâti vacant. D'encourager les constructions dans les dents creuses. Donc, il s'agit des parcelles non construites qui sont situées entre deux parcelles construites. Et enfin, d'accompagner la densification des fonds de parcelles, puisqu'on l'a vu, les espaces périphériques présentent de grandes surfaces, et donc il y a un enjeu à venir travailler sur des fonds de parcelles qui peuvent être des fois sous-exploités. Voilà, ce webinaire va être l'occasion de réfléchir aux deux enjeux, transition écologique et sobriété foncière, dans le cadre spécifique des zones d'activité économique, du pavillonnaire et des zones d'espace sportifs et d'équipement. Et donc Aurélie, je te laisse la parole pour commencer avec les espaces, les zones d'activité économique. Merci. Donc, nous allons réfléchir à l'évolution de ces zones d'activité et qu'est-ce que l'on entend par zone d'activité économique. On entend donc les zones commerciales, les zones d'artisanat, les zones industrielles, qu'elles soient en activité ou à l'abandon. Leur situation en périphérie de bourg, leur urbanisme individualiste, la faible présence d'espaces verts, la faible qualité architecturale des bâtiments disqualifient souvent ces quartiers. Cependant, ce sont des espaces à forte valeur ajoutée, ce sont des lieux d'emploi où il y a une grande mixité de population qui apportent des travailleurs, des finances également à la commune et qui ont un rayonnement à l'échelle du bassin de vie. La transition ville-campagne, ici, il est plus importante que dans le reste de la ville, et bien qu'il y a un travail à faire sur la valorisation des espaces naturels sur ces quartiers. Et ce sont également des zones détendues, où il y a plus d'espaces non construits qu'en centre-ville, et donc davantage de foncier mobilisable, constructible facilement. Cela en fait donc des lieux à mobiliser. Deux enjeux ressortent alors, celui d'améliorer le cadre de vie, de l'adapter à l'urbanisme, d'adapter l'urbanisme à la transition écologique et de densifier et diversifier les fonctions de ces quartiers au quotidien. L'amélioration du cadre de vie passe par plusieurs thématiques. Une des premières est d'enrichir la qualité des espaces publics, d'améliorer leur désimperméabilisation, végétalisation, en ouvrant les sols, pour retrouver des plantations, des massifs, des prairies, mais également en créant des sols perméables. Sur les espaces circulés, comme les places de stationnement, on peut mettre en place des revêtements poreux pour faciliter l'infiltration des eaux de pluie. Ou en creusant des bassins d'orage, des noues pour temporiser l'écoulement de l'eau vers les rivières, réduire leur saturation et les risques d'inondation. L'accessibilité de ces zones doit être repensée. S'adapter au changement des mobilités, proposer aux utilisateurs des alternatives à la voiture. Des liaisons piétonnes ou des voies cyclables peuvent ainsi être mises en place. Il est important d'imaginer des circulations sécurisées, ombragées, rapides. Mais cela peut aussi être des transports partagés, connectés aux communes, qui peuvent servir au plus grand nombre, aux personnes âgées, aux habitants vivant plus loin. Ainsi, quelques PETR du Loiret ont mis en place le réseau Pouce. Mais vous pouvez aussi proposer des transports à la demande, des navettes communales. Ces mobilités, mises en place à l'échelle des zones d'activité, mais aussi en interconnexion avec les autres quartiers, rendront ces espaces accessibles à tous. L'amélioration du cadre de vie passe aussi par la qualité architecturale de ces zones économiques. Leur forme vieillit rapidement et elles font face à une forte concurrence des constructions neuves, qui sont plus performantes, plus attractives. Il est donc nécessaire d'anticiper le renouvellement des bâtiments. La rénovation thermique de ces derniers est par exemple l'occasion d'améliorer leur qualité architecturale,
de lui donner une image de marque avec des matériaux plus nobles ou plus locaux. Et enfin, ces rénovations favoriseront leur pérennité, éviteront leur perte de valeur immobilière. Par exemple, à Bourges, la zone commerciale du Carrefour a fait peau neuve en 2016. L'entreprise a proposé un réaménagement de toute sa surface commerciale. Elle est venue créer à l'avant du bâtiment une galerie, offrant aux piétons une circulation confortable et permettant surtout de retrouver des nouveaux commerces à l'intérieur de celle-ci, en diversifiant ainsi l'offre existante. Ce projet a permis également de repenser les stationnements, de créer des cheminements piétons et des massifs arborés. Ces aménagements ont donné un second souffle à cette zone commerciale, éviter la création d'une zone vieillissante, moins attractive, risquant à terme de devenir une friche. Pour favoriser ce renouvellement, vous pouvez mettre en place des chartes d'aménagement. Sous forme de livrets illustrés, elles définissent généralement des préconisations architecturales sur les implantations, les matériaux en façade, les enseignes, mais aussi paysagères, sur les palettes végétales, la gestion de l'eau, les voiries, les accès ou l'éclairage. L'objectif est de créer des cadres de vie harmonieux, agréables à traverser autant en voiture, à pied ou à vélo. Dans un deuxième temps, pour donner plus d'attractivité à ces espaces périphériques et favoriser la sobriété foncière, vous, communes, en concertation avec les propriétaires, les aménageurs, devez réfléchir à leur densification. Elle peut se faire par plusieurs biais. Les règlements d'urbanisme peuvent être adaptés pour favoriser les remembrements fonciers, les divisions parcellaires. Cela favorisera la vente des terrains, la construction d'un nouveau bâtiment au sein d'un quartier déjà construit. Cela peut aussi être d'envisager des surélévations des bâtiments ou encore de réfléchir au recyclage foncier des activités existantes. Ces stratégies de densification doivent être pensées à une échelle globale. En Haute-Savoie, par exemple, le CAE 74, en partenariat avec l'EPF, la CCI, le Conseil départemental, a lancé un concours d'idées sur la revitalisation de 2 zones d'activité majeures. Plusieurs équipes pluridisciplinaires ont réfléchi à l'évolution de ces zones et ce concours a permis de faire diverses propositions de projets ouvrant ainsi les possibles sans qu'il y ait une contrainte de réalisation rapide à terme. Les Marneurs, lauréats du concours, ont ainsi développé un projet un petit peu utopique, regardant tout d'abord le diagnostic foncier en ayant une vision multithématique. Ceci leur permet de proposer un plan global qui envisage de mutualiser des parcelles, de geler des usages, mais il propose aussi une densification douce avec, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, au numéro 1, un parking silo, des bâtiments au numéro 3 qui ont été déconstruits et qui ont permis de créer des nouvelles entreprises mieux organisées, tournées vers les rues. Ces stratégies globales, imaginées pour les prochaines décennies, donnent un guide aux élus, partenaires, propriétaires, leur permet d'avancer de concert sur ce projet. Voici un exemple réalisé ici d'une zone industrielle reconvertie. À M, le promoteur Vinci Immobilier, sur ce terrain de 1 hectare, a déconstruit les bâtiments pour faire du renouvellement urbain. Ces derniers ont été remplacés par des commerces installés en façade de rue, à l'avant, sur le carrefour, visible, alors qu'à l'arrière, dans un cadre plus intime, des habitats ont été mis en place. Sur ce projet, tout un travail de couture avec le quartier a été réalisé. Par exemple, la cheminée existante de l'ancienne usine a été conservée et des briques rouges se retrouvent sur les bâtiments pour garder l'identité du lieu. Ce projet crée une nouvelle dynamique avec des nouveaux bâtiments en entrée de ville. En parallèle des densifications du renouvellement urbain, il nous semble important que ces zones d'activité économique rendent service à leurs utilisateurs, qu'elles simplifient et améliorent leur quotidien. Cela peut par exemple être un restaurant inter-entreprise destiné aux employés pour se restaurer à un prix raisonnable. Ici, c'est le restaurant qui a été imaginé au sein de la Friche Tabaco à Fleury-les-Aubrais,
au cœur d'une zone mixant bureaux et activités commerciales. Cela peut aussi être des services destinés aux jeunes parents, avec une crèche interentreprise qui propose des places réservées aux employés, leur facilitant les recherches, ou avec l'installation d'une maison de santé au cœur d'un bassin d'emploi pour permettre aux employés de prendre des rendez-vous facilement. Des choses plus ponctuelles peuvent être mises en place, comme des espaces de laverie, des paniers locaux, des espaces de livraison de colis, des logements temporaires pour attirer des nouveaux publics sur la zone, ou adapter le rythme des commerces au rythme de vie des employés. Cette diversification et mutualisation des espaces était ici imaginée un petit peu sur les bâtiments, les constructions, mais elle peut également être envisagée sur les espaces extérieurs. Des parkings silos mutualisés peuvent être dégagés, peuvent être créés sur les espaces en dégageant davantage d'espace au sol. Cela permet de les intégrer dans des stratégies arborées ou d'intégrer au-dessus des panneaux solaires qui produiront une énergie locale. Ces parkings mutualisés peuvent aussi être utilisés comme des parcs relais pour le week-end, par exemple, liés à des transports en commun et faciliter les liaisons vers les centres-bourgs. Ces surfaces retrouvées, associées aux espaces verts déjà existants, sont l'occasion de proposer des nouveaux agréments pour les usagers, les employés, les clients. Ils peuvent proposer des lieux de pause avec des bancs, des tables de pique-nique pour le midi, mais également des parcours de promenade ou des parcours sportifs. Il y a autant d'usages envisageables sur ces espaces que de besoins pour les personnes utilisant ces périphéries. L'objectif étant d'inviter les habitants à fréquenter ces espaces, à les mailler avec le reste du groupe. Le renouvellement des zones d'activité est aussi l'occasion d'expérimenter des pratiques sur les surfaces extérieures. De nombreux espaces verts entourent les bâtiments et ils peuvent être l'occasion d'installer de l'éco-pâturage ou des ruches, favorables à la biodiversité. Ces nombreux sols fertiles s'ils ne sont pas pollués évidemment, sont aussi l'occasion de proposer du maraîchage de proximité, de servir à la culture et c'est ce que testent aujourd'hui AMC Industrie et GDL Logistique en partenariat avec l'école d'agriculture du Chesnois à Ferrières-en-Gâtinais. Autour de leurs bâtiments, dans les espaces de recul imposés par le PLU, ils sont venus créer des parcelles maraîchères pour les étudiants. Mais alors, quel est le rôle des collectivités dans cette mobilisation? Vous êtes tout d'abord propriétaire des espaces publics ou de certains bâtiments abandonnés. Vous pouvez être moteur de leur renouvellement et ainsi insuffler une dynamique pour le reste de la zone. Vous pouvez anticiper l'évolution en proposant des projets d'aménagement globaux et si vous souhaitez vous laisser le temps de la réflexion, vous pouvez mettre en place des périmètres d'attente de projets, PAPAD, qui figent la zone sur 5 ans et empêchent les constructions, ou encore l'outil ZAC, zone d'aménagement concerté, pour mieux maîtriser le foncier sur les parcelles, pouvoir le racheter. Si des études de projets précises ont été réalisées, vous pouvez les transformer en OAP, orientation d'aménagement et de programmation, pour les inclure dans vos PLU. Celles-ci peuvent être sectorielles, avec des plans d'ensemble, ou thématiques, pour donner des prescriptions générales. Et enfin, vous pouvez adapter toutes vos règles du PLU pour favoriser les actions proposées précédemment. L'intention est de rentabiliser les surfaces sur ces zones, leur potentiel d'en faire des lieux polyvalents capables de se renouveler. L'évolution de ces zones d'activité économique doit être anticipée et envisagée pour les prochaines décennies. Voilà pour ces espaces. Je laisse maintenant la parole à Solène pour la deuxième partie du webinaire. Merci. Alors, pour cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux zones pavillonnaires. Donc, on entend par habitat pavillonnaire des maisons avec jardins privatifs qui se sont construites après la Seconde Guerre mondiale, donc avec des méthodes constructives standardisées. Et cet habitat pavillonnaire peut se retrouver en zone périurbaine, en zone rurale,
être groupés en lotissements ou encore dispersés sur des parcelles isolées. Nous vous avons mis à gauche de l'écran un exemple d'un lotissement, et donc pour vous partager un vocabulaire sur cet habitat pavillonnaire. Donc on a l'îlot qui est représenté en jaune, qui est desservi par des voies publiques, qui du coup rassemble un nombre de parcelles présentant une maison avec son jardin individuel. Des voiries internes peuvent avoir été créées pour donner accès à un plus grand nombre de parcelles. Enfin, dans cet exemple précis, on a une parcelle en drapeau qui est finalement l'illustration d'une construction qui s'est faite en second temps, après la construction des maisons originelles du lotissement. Et donc, elle a cette forme de drapeau, cette parcelle, puisqu'on a un accès qui permet d'accéder à une maison en second rang. Donc, dans le Loiret, 54,6% des résidences principales sont des maisons individuelles post-46. Donc, l'habitat pavillonnaire y est fortement représenté. L'habitat pavillonnaire, avec son jardin privatif, la présence du végétal et la tranquillité des quartiers, véhicule une image de confort et d'accès à la propriété qui est toujours prisée aujourd'hui et qui a été renforcée avec les épisodes de confinement et avec l'essor du télétravail. Toutefois, on se rend compte que le développement de ces zones, qui se sont donc développées à partir des années 70-80, ne répondent plus aujourd'hui aux enjeux contemporains exactement de la même manière, et donc il est intéressant de questionner leur évolution. D'une part, l'habitat pavillonnaire a besoin de rénovation énergétique. D'autre part, les infrastructures peuvent être vieillissantes. Et cet habitat a été conçu pour de jeunes foyers. Et on se rend compte que les personnes qui y vivent aujourd'hui, qui ont vieilli et qui souhaitent y rester pour garder les relations de voisinage, se retrouvent dans un habitat qui est moins adapté à leurs besoins, avec de grandes surfaces dans la maison, une grande surface de jardin à entretenir, et également des différences de niveau avec des sous-sols semi-enterrés, des marches d'accès. Enfin, la voiture est très présente dans ces quartiers, et donc cela nous amène à réfléchir aux objectifs d'évolution des zones pavillonnaires. Donc, le premier objectif sera d'adapter ces zones au mode de vie et au changement climatique, et le second, de travailler sur une densification douce et acceptée lorsque l'on a de grandes parcelles qui sont sous-utilisées. Le webinaire va donc détailler ces deux objectifs au travers de différents exemples d'expérimentations qui ont pu être mises en place dans des zones pavillonnaires. Voici un premier exemple de requalification des espaces publics dans une zone pavillonnaire. C'est la commune de Verquières qui a mis en place la requalification de la voie de desserte. Donc, la commune est propriétaire de la voirie, et elle est venue travailler sur une végétalisation des abords de la voie, une mise en place d'arbres et d'arbustes qui génèrent des espaces de sociabilité, des lieux de rencontre, et qui améliorent aussi le confort des habitants puisqu'ils peuvent se déplacer dans un endroit ombragé lors des épisodes de canicule, par exemple. Voici un second exemple où là, c'est une revalorisation globale d'une zone pavillonnaire qui a été menée par un bailleur social. Donc, il s'agit d'un hameau de 90 logements, une zone pavillonnaire construite dans les années 80. Et donc là, l'isolation des maisons, le remplacement des chaudières, le remplacement des portes d'entrée permet aux habitants de consommer moins d'énergie. Et d'autre part, la plantation de haies végétales, le fait d'avoir repeint ces façades dans des tonalités éclatantes et le recul de la place de la voiture en transformant une rue en voie piétonne redonne une nouvelle qualité au cadre de vie. D'autres pistes de revalorisation des zones pavillonnaires peuvent être étudiées. Donc, tout d'abord, intégrer des systèmes de production d'énergie renouvelable et récupérer les eaux de pluie. Ici, vous avez un petit extrait du guide d'insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires qui a été fait sur la région Centre-Val de Loire par les architectes des bâtiments de France. Et donc là, ce sont des prescriptions pour les zones périurbaines en présence d'un monument protégé. Mais ces prescriptions sont intéressantes à suivre pour intégrer de manière générale les capteurs solaires, avec l'idée, par exemple, de favoriser plutôt l'installation des capteurs sur des annexes et des abris.
Il y a d'autres préconisations, mais je vous laisse en prendre connaissance si vous êtes concernés. Voilà, une autre option, une autre piste est de créer de la mixité d'usage, donc en ramenant des services, des activités professionnelles dans ces zones pavillonnaires. Et donc cela a pour conséquence d'apporter un dynamisme en journée sur des zones pavillonnaires qui sont plutôt calmes à ce moment-là. Et enfin, il peut y avoir une réflexion sur la mutualisation. Donc tout d'abord, mutualiser les stationnements pour limiter les espaces imperméabilisés, laisser plus de place aux jardins, aux voies piétonnes. Et également mutualiser des usages. Il y a des exemples, par exemple, de mutualisation d'ateliers ou de buanderies, donc où on partage des équipements, et donc ça évite à chacun d'avoir à s'équiper sur une multitude d'équipements. Il y a également des exemples de mise en place de logements visiteurs qui peuvent être partagés par différents propriétaires. Donc cela permet d'avoir des maisons moins grandes et en revanche d'avoir un espace en plus lorsque l'on reçoit de la visite. Voilà pour les aspects transition écologique. Et maintenant, si l'on réfléchit à la sobriété foncière des zones pavillonnaires, on va s'interroger sur comment mobiliser les réserves foncières disponibles. Donc, comme pour toutes les zones périphériques, il est important de travailler en premier lieu l'usage des bâtis vacants et redonner, permettre des constructions dans les dents creuses, puisque ces deux éléments vont dévaloriser l'image du quartier. Et donc une fois que ces espaces sont mobilisés, l'idée est d'aller vers une densification douce et acceptée, c'est-à-dire une densification progressive qui se fait en accord avec le contexte et en discutant avec les riverains, avec les voisins pour expliquer les projets et pour pouvoir lever au fur et à mesure les réticences lorsqu'elles se présentent. Donc, sur les zones pavillonnaires, l'un des potentiels, ce sont ces grandes parcelles qui peuvent venir des années 70-80 et donc qui sont sous-utilisées par leurs propriétaires. Et la question est, donc, quelle pourrait être la motivation de ces propriétaires à venir densifier leurs parcelles? Tout d'abord, il peut y avoir une volonté d'installer son activité professionnelle ou de financer la rénovation énergétique de sa maison en vendant un morceau de sa parcelle. Il peut y avoir l'idée de financer un projet de vie annexe en créant un gîte sur son terrain. La volonté d'accueillir un parent à proximité tout en permettant son autonomie, ou un peu dans la même idée, d'offrir un logement étudiant autonome à son enfant sur son terrain. Enfin, pour des propriétaires âgés par exemple, il peut y avoir cette volonté de diminuer la surface d'entretien du jardin ou de créer un dynamisme des interactions humaines pour des personnes qui se sentent isolées. Et donc, ensuite, différentes solutions architecturales peuvent exister. Et là, voilà, cette petite flèche est là pour dire que c'est intéressant aussi au moment où cet habitat secondaire est créé, de se dire que son usage n'est pas fixe, que le logement qui a été fait pour un étudiant peut devenir un gîte par la suite, une fois l'étudiant parti. Donc, si on en vient aux solutions architecturales, voilà, une première solution, quand on a une habitation qui est devenue trop grande, c'est d'en louer une partie. Une deuxième solution peut être de réfléchir à une extension qui va être connectée directement avec le bâti principal. Ou une autre solution est de travailler en surélévation. Donc, c'est une extension, mais qui a l'avantage de ne pas consommer d'emprise au sol. Et enfin, donc pour les grandes parcelles, la solution peut être de construire une deuxième construction dans son jardin. Et cela a été l'objet d'une démarche étudiée dans le cadre d'un travail de recherche intitulé BIMBY, pour Built in My Backyard, c'est-à-dire construire dans mon jardin. Et différents montages sont alors possibles avec ou non un découpage parcellaire. Donc, tout n'est pas possible sur les parcelles, on ne peut pas construire comme on le veut, on ne peut pas faire les extensions exactement comme on le veut, on a des contraintes réglementaires à respecter. Donc, tout d'abord, des contraintes comme le plan local d'urbanisme qui fixe des indications pour savoir comment s'implanter, par exemple, sur les limites séparatives. Le règlement de lotissement qui peut donner, stipuler en fait un nombre de parcelles ou d'habitations qui ont été fixées au moment de la construction du lotissement. Et ce règlement peut dire qu'il n'est pas possible de faire évoluer du coup ce nombre de parcelles.
Et pour faire évoluer le règlement, il faut que l'ensemble des propriétaires du lotissement soient d'accord. Donc c'est important de savoir s'il y a un règlement avec de telles conditions sur les zones considérées. Et puis, il y a également toujours le code civil à respecter. Et de manière générale, il est important de réfléchir à des principes d'ensoleillement pour la construction initiale et la nouvelle construction, d'éviter les vis-à-vis sur la construction ou le jardin voisin, et de travailler sur des jardins qualitatifs qui soient suffisamment dimensionnés. Enfin, travailler sur la qualité urbaine, donc travailler sur les limites, les abords et la perception depuis la voie publique. Donc, il existe des outils qui peuvent être mobilisés pour encadrer cette évolution sur les parcelles privatives. Il peut y avoir des servitudes qui sont mises en place. Il peut également y avoir des chartes qui sont rédigées par les communes et qui permettent de donner des directives, des prescriptions pour les projets à venir. On va en voir un exemple juste après. Ici, c'est un exemple que nous voulions vous proposer qui nous semble intéressant au niveau de l'implantation. Donc, il s'agit d'une maison existante qui a construit une annexe dans son jardin et un atelier. Donc, ce sont les bâtiments en bois qui sont les nouvelles constructions, qui ont été implantés en limite de propriété. Et là, on voit qu'il a été tenu compte des vis-à-vis, puisqu'on n'a pas de vue chez les voisins. Et en revanche, on a quand même de grandes ouvertures qui permettent de ramener de la luminosité dans les pièces et un jardin qui a été conservé pour avoir la plus grande surface possible en connexion avec une terrasse. Voici maintenant un autre exemple d'une charte pour la qualité du cadre de vie qui a été mise en place à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Donc, c'est une illustration de ce que peut être une charte. Et ici, sur la droite, vous avez un extrait d'une page qui traite sur comment habiter le tissu périurbain et des prescriptions, avec notamment un petit paragraphe qui explique que quand une construction se fait en second rang, à ce moment-là, il faut que l'accès soit partagé entre la construction initiale et la construction en second rang. Et donc cela vise à limiter cette forme de parcelle en drapeau et limiter l'imperméabilisation des accès pour la parcelle secondaire. On s'aperçoit que la densification spontanée s'établit dans les zones pavillonnaires et que si elle se généralise, elle peut amener des problématiques que les collectivités ont tout intérêt à anticiper. Donc ici, on a une petite illustration avec des parcelles qui sont venues se développer en drapeau le long d'un axe. Et donc cette multiplication de parcelles pose question, puisque du coup les voies sont beaucoup plus pratiquées et les sols imperméabilisés. Donc il y a un outil qui existe qui est l'AFUP, l'Association foncière urbaine de projet, qui peut être mobilisé par plusieurs propriétaires qui s'associent de manière syndicale pour créer un projet avec un remembrement parcellaire qui va permettre à un projet cohérent de voir le jour lorsque les parcelles sont complexes et voilà, que du coup le projet a besoin de se constituer de cette manière. Il y a également pour les communes l'outil de servitude d'attente de projet global qui peut leur donner un temps de réflexion, d'étude sur une zone avant de valider ou non une demande de construction. Et donc c'est une servitude qui est valable 5 ans. Ensuite, les communes ont à vérifier la capacité des réseaux et des voies pour voir s'ils sont en capacité d'accueillir plus d'habitants. On voit également parfois une multiplication de boîtes aux lettres qui s'installe à une adresse, et cela finalement vient démontrer qu'une habitation a été divisée en une multiplication de logements qui peuvent ne pas être très qualitatifs et qui vont amener un nombre d'habitants plus important à la commune, ce qui va générer des besoins en équipement et en activité qui peuvent être également à revoir à la hausse. Donc pour cela, il est possible de mettre en place un permis de louer ou de diviser qui permet d'avoir une meilleure visibilité justement sur ces divisions d'habitation. Enfin, on a parlé de mobiliser les fonds de parcelles. Et donc cela pose la question, dans certaines communes, ces fonds de parcelles sont justement des espaces avec des espaces de nature préservés. Et donc les communes peuvent être amenées à identifier les espaces qu'elles souhaitent garder en tant que jardin.
Et donc, pour cela, elles ont comme outil des cœurs d'îlots. Et pour faire évoluer les PLU de manière plus générale, la possibilité de mettre en place des emplacements réservés et des servitudes. Voilà. Enfin, les communes peuvent se faire accompagner pour une réflexion urbaine sur un quartier, donc par une mission de maîtrise d'œuvre ou par un concours d'idées. C'est par exemple ce qui a pu être fait avec le CAE 74 avec une opération qui s'appelle Mixité. Et les communes peuvent également mettre des spécialistes de l'aménagement à disposition des habitants pour réfléchir au potentiel de leurs parcelles. Et c'est par exemple ce qui est mis en place à Périgueux dans le cadre d'un dispositif BIMBI. Voilà, j'en finis avec une dernière référence. Et donc là, c'est l'illustration finalement d'une densification douce dans une zone pavillonnaire. Donc on voit sur le plan les 6 maisons existantes qui étaient en gris. Et donc en rouge, du coup, ce qui a été proposé pour venir densifier. Et donc là, il y a un travail important qui a été fait en amont de repérer toutes les vues importantes pour la qualité paysagère et les arbres importants également, et ce qui a permis derrière de proposer cette implantation. Et donc c'est un projet qui a été mené par la Société d'économie mixte Brest Métropole Aménagement. Voilà, nous avons vu un ensemble de pistes pour l'évolution des quartiers pavillonnaires. Aurélie va maintenant aborder les enjeux spécifiques qui s'appliquent aux zones de loisirs et d'équipement. Merci Solène. Donc nous incluons dans ces zones d'équipement public les espaces sportifs, les espaces communaux, les terrains de foot et de tennis, mais aussi les aires de jeu, les équipements scolaires, les équipements culturels comme les salles des fêtes, les médiathèques, ou des équipements plus intercommunaux, les collèges, les gymnases, les établissements de santé. Tous ces espaces sont souvent regroupés en périphérie des centres-bourgs. Avec l'évolution démographique des communes, elles sont venues les agrandir et donc les déplacer. Et ils ont eu tendance à s'implanter aléatoirement, sans plan d'ensemble. Pourtant, ce sont des lieux stratégiques où il est important de venir réfléchir à leur évolution. En tant que commune ou intercommunalité, vous êtes propriétaire des lieux et vous avez donc plus de facilité à gérer leurs évolutions que sur les zones d'activité ou les zones, les zones de lotissement. Les équipements sont souvent les uns à côté des autres et des mutualisations sont envisageables. Ce sont des espaces fortement fréquentés par les habitants, mais les structures ont tendance à être un petit peu vieillissantes pour certains et il faut donc anticiper leur renouvellement. Enfin, ils sont entourés pour beaucoup d'espaces verts, de nature à valoriser. Deux objectifs ressortent alors, celui de mutualiser et densifier les équipements et les usages et de favoriser les rapports à la nature sur ces quartiers. À Saint-Hilaire-Saint-Mémin, par exemple, la ville a progressivement regroupé ses équipements scolaires au sud de la ville. Ce regroupement des écoles, cantines, relais petite enfance ou périscolaires facilite les déplacements entre les établissements. Il permet de mutualiser des équipements comme la cantine qui sert à l'école primaire, à la maternelle, mais aussi au périscolaire. Et enfin, de combiner des ressources, comme la chaufferie gaz qui est ici mutualisée entre les équipements. Une plus grande mixité est également présente à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Le gymnase est implanté à côté de l'école, mais la salle des fêtes, la médiathèque, des locaux associatifs sont aussi présents sur ce site. Cette mixité favorise différents usages et utilisateurs, ce qui fait que le site est utilisé à tout moment de la semaine. Des espaces piétons ont aussi été sanctuarisés sur toute cette zone en mettant les places de stationnement à l'extérieur, ce qui donne des espaces sécurisés, confortables, appropriables par tous les publics. Et les cheminements rejoignent le centre-ville et des transports en commun communaux. La commune s'est interrogée sur l'évolution de son pôle d'équipement. Elle a, au fur et à mesure des années, établi un diagnostic foncier permettant de regarder les emprises, les utilisations, les vacances, les délaissés, et ainsi identifier des gisements fonciers, voir s'il y avait des parcelles autonomes ou des espaces à regrouper. Cette étude préalable permet de réfléchir aux programmes encore implantables sur la zone, voir s'il y a des nouvelles constructions à faire,
Si des opérations tiroirs sont envisageables, des reconversions, des extensions ou des surélévations. Mais cette évolution doit se penser aussi par les espaces publics. Et c'est ce que Chambon-la-Forêt a fait en reliant son école primaire, son terrain de foot et sa salle des fêtes existante par un parc commun. Des cheminements ont été créés autour des équipements, les reliant. Un parking désimperméabilisé a été installé au nord. Il est accompagné de loups et d'espaces arborés, se partage donc entre l'école primaire et le stade. Et enfin, une place accueillante relie l'école au stade de foot avec des aires de jeu. Ce parc crée une ambiance commune et favorise le partage de l'espace. La création d'un parc unifié est aussi l'occasion de diversifier les usages proposés. À ce mois, la commune a fait appel à une maîtrise d'œuvre pour réfléchir à un projet alliant activités sportives, espaces de loisirs et de détente. Cela se concrétise par un terrain de pétanque, une aire de jeu, des espaces de pause, un city-stade, mais aussi un tennis extérieur qui ont été ajoutés autour des équipements existants. Cette étude globale est également venue se mailler avec le centre-ville en intégrant une piste cyclable, des cheminements piétons qui favorisent et incitent les mobilités au quotidien. À ce mois, le projet s'est également adapté aux nouvelles pratiques sportives et de loisirs. Il y a eu un bloc d'escalade qui a été ajouté, mais d'autres équipements peuvent être proposés comme des pump tracks ou des équipements de glisse, mais aussi intégrer des jeux d'eau ou des brumisateurs pour créer des îlots de fraîcheur. Des temps d'animation peuvent aussi être proposés sur ces espaces avec des événements hebdomadaires, un marché local, une soirée food truck ou des événements annuels, être capable d'accueillir des plus grosses activités avec un vide-grenier, une fête foraine ou alors un concert. Et enfin, du mobilier peut être installé comme des parcours culturels pédagogiques, sensibilisant le public. L'objectif est de proposer des lieux appropriables par tous les habitants et d'y favoriser le lien social. Nous parlions de parcs unifiés précédemment en termes d'activité, mais ce sont également des parcs à vocation paysagère. Les nombreuses pelouses, haies et arbres existants ont une valeur sur la biodiversité et une stratégie de plantation plus grande peut être mise en place en diversifiant la palette végétale, en se reliant aux trames vertes communales. L'objectif étant de créer des lieux qualitatifs pour les habitants. De la gestion différenciée peut être mise en place pour être plus favorable à la petite faune et faciliter la gestion de ces grands espaces. Du mobilier pédagogique autour de cette renaturation peut être mis en place, des hôtels à insectes, des panneaux ou des assises faites en matériaux locaux. Et cette végétalisation ne doit pas être poussée uniquement sur les délaissés, mais aussi sur les espaces extérieurs, dans les cours des bâtiments, comme avec le principe des cours oasis pour les écoles. Au niveau des écoles, par exemple, si des cours oasis sont mis en place, il est intéressant de venir les ouvrir. C'est ce que met Genève en place. Il a installé des clôtures et des panneaux autour de celles-ci indiquant que les cours sont utilisables par tous en dehors des horaires scolaires et invite ainsi au respect des lieux. Cette pratique pourrait être intéressante quand les espaces publics aujourd'hui de vos communes sont fermés pour proposer des espaces verts qualitatifs autour des habitats et pour ouvrir ces espaces publics au quotidien. Ce qui permettrait, en forte période de chaleur, l'été, de retrouver des endroits de fraîcheur. J'en ai fini avec cette partie équipement. On s'est surtout concentré sur les espaces sportifs d'école, mais ça peut vraiment être mis en place tout autour des équipements publics mentionnés au début. Je passe maintenant la parole à Solène pour conclure ce webinaire. Donc nous avons vu que l'évolution des zones périphériques ne peut s'appuyer uniquement sur une juxtaposition d'intentions individuelles. Ces espaces, par leur rôle d'entrée de ville, par la grande superficie qu'ils occupent et par leur dynamisme,
représente vraiment une opportunité unique pour les communes de mettre en œuvre la transition écologique et de contenir leur étalement urbain. Donc, mobiliser ces zones périphériques revient d'une part à valoriser l'image des quartiers, à renforcer leur attractivité et leur fonctionnalité, à participer à la revalorisation des biens publics et privés, à identifier les opportunités foncières à la densification douce, et enfin à permettre des connexions douces avec les autres quartiers de la commune. Donc nous l'avons vu au travers des différents exemples, il n'y a pas de solution prédéfinie, mais la concertation et les expérimentations permettent d'apporter des réponses au cas par cas. Donc comment les communes peuvent mettre en place une réflexion globale sur un espace périphérique? Tout d'abord, elles peuvent questionner les problématiques à différentes échelles, donc l'échelle de la parcelle, du quartier, de plusieurs parcelles, et projeter une évolution par phase sur le long terme. Et donc pour cela, elles peuvent se faire entourer par des professionnels de l'aménagement pour étudier les potentiels. Et donc il peut s'agir de missions de maîtrise d'œuvre ou de concours d'idées. Elles ont également intérêt à faire appel aux différentes compétences requises. Donc, ici, on a indiqué juriste, géomètre, accompagnateur sur les aides financières, pour pouvoir permettre au projet d'aboutir. Enfin, elles peuvent permettre des groupes de travail sur des zones spécifiques. Et donc, pour cela, être acteur de la concertation des porteurs de projets. Ensuite, elles peuvent accompagner justement ces porteurs de projets en mettant à disposition des ressources pour les guider, comme nous l'avons vu avec des guides ou en mettant à disposition des professionnels de l'urbanisme pour étudier les potentiels sur une parcelle précise. Dans le cadre du pavillonnaire, par exemple. Et enfin, elles peuvent faire évoluer les documents d'urbanisme pour accompagner la densification douce. Voilà, donc nous en avons fini avec le déroulé de notre webinaire. Je laisse Aurélie conclure avec les prochaines actions que nous proposons dans le cadre du programme Sobriété foncière. Dans un premier temps, nous tenons les 3 et 10 juillet prochains des ateliers balades urbaines sur la renaturation à Thiers-sur-Bezonde et Marcilly-en-Villette. Il nous reste des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. À l'automne, un atelier participatif sur le thème de ce jour, mobilisation des espaces périphériques, se tiendra en 2 lieux du territoire afin de parler de vos enjeux locaux. Donc si vous avez des projets, des problématiques à l'esprit sur ce sujet, nous sommes à la recherche de vos retours, de vos interrogations, de vos expériences. En complément de ces premiers ateliers, nous vous proposerons à l'hiver un atelier sur les stratégies foncières et un sur les montages d'opérations alternatives. Enfin, 2 autres webinaires se tiendront sur la renaturation et les îlots de fraîcheur, ainsi que sur l'intensification des centres-bourgs. Merci à tous pour votre participation et nous restons à votre disposition pour tous vos projets d'aménagement, d'architecture, de paysage, par mail ou via les réseaux sociaux. Vous avez le QR code que vous pouvez désormais flasher sur l'écran. Merci. Merci à vous.